Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je voulais faire un point sur la série éducative sur les gestions à moyen terme. Donc là, on parle des gros time frames mensuels, etc. Parce que dans le brief annuel, j'ai oublié de le mentionner et que c'est extrêmement important. Donc même si ce brief annuel était déjà assez dense en informations, je fais, on va dire, une forme d'annexe 1 par rapport à ce fait qui a été oublié et je m'en excuse. Donc bref, il est quand même extrêmement important à comprendre puisque c'est ce schéma-là, moi, que je suis pour repérer en tout cas mon horizon moyen terme en vue du cycle correctif qui nous pend au nez, on l'a vu, sur les horizons, on va dire 2024-5 jusqu'à probablement 2027-8. On sait qu'on va probablement manger un cycle correctif dans ces eaux-là, CQFD avec le modèle d'Armstrong, qui verrait donc normalement un cycle plutôt sous un régime autoritarien, etc. Donc, on l'a vu ici, probablement beaucoup plus d'interventionnisme et de protectionnisme monétaire, mais bon, on l'avait dit aussi dans notre brief annuel, ça ne fait pas partie des choses les plus probables, puisqu'on se projette ici plutôt à l'horizon 2023, éventuellement 2024 sur ces horizons-là, mais pas guère plus. Bon, donc il faut quand même faire attention, c'est-à-dire nuancer comme toujours, un modèle c'est un modèle, la vérité c'est la vérité, c'est-à-dire qu'on suit derrière les charts, et si les charts contredisent le modèle, eh ben, soit on prend une invalidation, soit on revoit les modèles. Mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc ici, il y a un modèle, moi, que j'aurais dû mettre en place également donc, dans le brief annuel, et malheureusement on l'a oublié. C'est ce modèle-là que vous connaissez peut-être si vous suivez depuis un bon moment, puisqu'on l'avait déjà abordé pas mal de fois. C'est ce différentiel de taux 3 mois, 2 ans, relatif au taux à 10 ans. Ça me permet donc d'obtenir une forme d'oscillateur comme ça, de pontification de la courbe de taux, des plus courtes échéances, donc le trimestriel. Là, on est clairement en lien avec les décisions politiques monétaires de la Fed. La Fed, elle agit sur les Fed Funds Rate, qui évidemment donc pontifie très rapidement la partie courte de la courbe des taux. Donc le taux à 3 mois, il est très clairement pratiquement corrélé au Fed Funds Rate, ce qui est beaucoup moins le cas évidemment des taux plus longs, qui sont plus lents à la détente, les 2 ans, et encore plus évidemment à prorata pour le 10 ans. Donc ce qu'on a ici, c'est effectivement donc, une forme de mesure dans le temps de la pontification relative de la courbe de taux, puisqu'ici on divise sur le 10 ans. Bref, donc ce que ça donne évidemment, c'est un oscillateur, là vous ne pouvez pas avoir de tendance, mais ce qui est assez important, donc, c'est qu'on voit très bien sur cette mesure-là le centre de gravité, et ça nous permet donc, comme je l'avais dit, d'avoir de manière un petit peu indirecte la mesure de la perception de la politique monétaire par les marchés, à travers donc ces taux à 3, 2 et 10 ans. L'intérêt donc c'est de comprendre quand on est dans la partie basse, le marché des taux est perçu comme étant plus ou moins favorable, c'est-à-dire qu'on met en place des conditions favorables. Tout simplement, ce que vous avez ici, ce sont donc des taux de court terme qui se retrouvent supérieurs à des taux de long terme. Clairement, ici, ça vous invite à vous engager sur des horizons larges, c'est-à-dire à prendre des crédits, mais sur des taux et des durées longues, plus que de vous endetter à court terme. Bon, c'est surtout aussi la situation dans laquelle se retrouvent les situations de crise, comme on l'a vu, c'est-à-dire qu'ici, bon, comme à court terme, on a peur, on refuse de vous offrir des taux bas sur les courts termes, et évidemment, pensant que la crise va se résoudre, on maintient des taux bas relatifs sur les longs termes. Donc souvent, ce que vous trouvez ici, dans les extrêmes, c'est-à-dire vraiment ici ce qu'on va appeler le 95e percentile, c'est-à-dire tout ce qui ne se produit que moins de 5% du temps, sont significatifs de gestion de crise. C'est-à-dire que là, ici, ce qu'on obtient, c'est une vraie pontification de la courbe liée à la crise, c'est-à-dire qu'on refuse d'octroyer du crédit à court terme, mais évidemment, on pense qu'à moyen terme, la situation va être résolue de toute façon. Sur les horizons de 10 ans, concrètement, ici, on n'a pas les mêmes taux. On a donc ces inversions critiques de la courbe de taux. En haut, c'est l'extrême opposé, c'est-à-dire qu'effectivement, ici, on trouve les situations donc, de surchauffe, c'est-à-dire les moments qui nous permettent de savoir que, effectivement, les taux à 10 ans se proposent en extrême par rapport aux variations significatives à court terme des taux à court terme. Donc clairement ici, ce qu'on a au contraire, c'est un mouvement relatif qui est donc en général trop lent sur les taux à 10 ans, qui généralement se mettent à baisser assez fortement en vue de la crise. Donc là, effectivement, ce qu'on a ici, c'est surtout le dénominateur, c'est-à-dire ici, dans notre ratio, ce qui fait qu'on monte dans les parties hautes, c'est la baisse du taux à 10 ans relative à des échéances de plus court terme. C'est-à-dire que là, au contraire, ce qu'on a, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire on refuse d'octroyer le crédit sur des durées un petit peu plus longues, en tout cas, on pontifie la courbe dans le sens inverse, c'est-à-dire vous pouvez toujours avoir des crédits de court terme, mais par contre, à long terme, non. On sent qu'il va y avoir un truc qui va mal se passer, on va attendre de savoir ce que c'est avant de s'adapter à la situation. Bon, je schématise très clairement, mais c'est à peu près ça.
Bon, pour faire simple, ce qu'on avait vu, c'est donc qu'on avait ce cycle, hein, en fait, ça passe à chaque fois. Donc on l'a vu, de surchauffe à une crise, surchauffe, crise, surchauffe, crise. Ce qu'on avait vu, et ce qui est assez rigolo, c'est qu'effectivement, la plupart du temps, on a cette forme de schéma. Après la surchauffe, survient la crise relativement rapidement. Ce qu'on avait vu aussi, c'est que la situation de surchauffe, généralement, se voit faire par deux pics assez significatifs qu'on avait remarqué comme une forme de signature qui est relativement, en tout cas, répétée. Donc c'est assez rigolo, c'est pas évidemment une science infuse, comme je vous dis, 3 fois c'est pas une pattern, mais c'est juste de dire, bon, en tout cas, on note une forme de répétition dans ce schéma-là. Évidemment, ce qu'on voit, c'est que derrière, après le second pic, intervient immédiatement la crise et le passage donc d'un extrême à l'autre extrêmement rapidement. Okay, ce qu'on avait noté aussi, c'est qu'il y avait une forme de tendance à faire deux creux, c'est-à-dire je fais un creux, je rebondis et je refais un deuxième creux. Okay, ce qu'on note, qu'on avait donc revu ici, je rebondis, je reviens à la neutralité, je fais un deuxième creux. Okay, on voit évidemment que les distances, les durées varient évidemment significativement à chaque fois. Et donc là, ce qui est assez marrant, c'est que donc, comme on l'avait vu, sur notre situation Covid, on a eu un peu la même chose de façon relativement rapide ici. On a donc notre deuxième creux, nous laissant à penser que ici, normalement, dans ce cycle-là, on est supposé donc, avec plus ou moins de vitesse, se rediriger vers un extrême, avant évidemment donc d'imprimer un repli, puis un deuxième. Il s'agit donc de dire que pour ma part, ça ne faisait pas partie de ce cycle que d'aller directement à l'extrême one shot. On m'avait dit, je pensais qu'on allait avoir une forme d'aplatissement ici, avant donc de signaler la première atterrissage dans la zone extrême, avant une forme de retour de consolidation, si on peut appeler ça comme ça, avant, évidemment, qu'est-ce qui se passe derrière? Le deuxième pic qui signalera l'arrivée imminente de la crise. Donc, comme je vous l'ai dit, le rythme ici m'importe, puisque c'est lui qui me permet de naviguer à vue. J'ai dit, il y a les cycles prédictifs, la façon Armstrong, etc., qui donnent des dates, d'ailleurs très précises, mais encore une fois, on les prend avec beaucoup d'approximation, hein, c'est vraiment une zone temporelle, il ne faut pas dire pile poil le 25 août, machin, il va se passer ça, hein, ça c'est n'importe quoi. Mais donc bref, ici, il s'agit simplement de dire, voilà, moi le modèle rationnel que je suis pour savoir où on se situe dans ce schéma, c'est celui-là. Et effectivement, ce que je dois constater, et on aurait dû donc en parler dans le brief annuel, c'est que au lieu de s'arrêter et de freiner un peu ici, pour gagner du temps, la Fed, elle a appuyé fort, très fort, probablement encore trop fort, puisqu'on a dit c'est très probablement d'ailleurs l'erreur de 2022 qu'a commis la Federal Reserve, d'aller trop fort dans son relèvement de hausse de taux, et que effectivement, on est d'ores et déjà donc en territoire plus que restrictif. Attention, on n'est pas encore en situation de crise, mais on pourrait s'en rapprocher significativement. C'est donc quelque chose à surveiller pour moi sur l'horizon 2023, parce que ça pourrait être une cause non pas d'invalidation, mais de changement sur la méthode. C'est-à-dire, si on commence déjà à s'envoyer le premier pic, c'est-à-dire là, si concrètement, dans 2 mois, on est déjà en train de casser cette trendline, donc pas de casser, mais en tout cas d'arriver dans le 95e percentile supérieur, là, effectivement, je vais me poser la question de dire, aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'a pas un vrai souci technique? C'est-à-dire, concrètement, ici, est-ce qu'on n'est pas dans le risque de se voir le prochain pic de marché majeur avant une autre crise survenir plus vite que prévu, puisque pour l'instant, pour ma part, on est de rester toujours sur un horizon 2025-28, avec beaucoup ici d'imprécisions sur cette date-là. C'est principalement lié donc à l'avancement de ce cycle. Mais clairement, il faut noter, ce cycle avance très vite. Et même si on l'avait noté aussi, pour ma part, il y avait une forme d'allongement, c'est-à-dire qu'on voit bien les situations tendent à se séparer dans le temps, les cycles tendent à s'allonger, principalement sur les 3 derniers. Bon, certains diront que c'est dû au QE, etc., qui ont ni plus ni moins que refroidi, entre guillemets, ont congelé certains des risques du marché, pour les reporter à plus tard, mais c'est un autre débat. Pour ma part, donc, je dirais que pour l'instant, effectivement, soit on est parti pour casser cette cyclicité, c'est-à-dire on va se remanger une crise là, mais très très vite, soit c'est qu'effectivement on est sur une forme un peu d'excès et on va revenir à la normale. C'était plutôt mon avis à moi, c'était de dire on va se manger 5 à 10 ans, enfin en tout cas plusieurs années de stagflation, c'est-à-dire non pas un marché baissier, mais un marché qui est erratique, c'est-à-dire à la fois haussier et baissier, le temps effectivement de normaliser les injections monétaires liées au Covid, évidemment en vue de se diriger vers une future crise. Pour moi, la future grosse crise, c'est 2031. Mais voilà, comme on l'a dit, il y aura une période un peu troublée qui se situe toujours entre 2025 et 2028. Et pour ma part, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas encore de quelle nature elle sera. Il est clair et net par contre que si on va chercher au-delà des 95e percentiles, pour ma part, ce sera le signe d'un risque déflationniste vraiment fort. Pour ma part, j'avais dit, je reste plutôt sur un risque stagflationniste, puisque généralement la stagflation, quand on y est, le minimum syndical, c'est 2 ans.
Et ça peut durer pratiquement 5 à 10 ans dans les cas les plus longs, hein, d'une stagflation qui s'entérine dans le marché. Là, clairement, bon, moi, c'est plus ou moins le choix que j'ai fait, une stagflation relativement longue, avec donc, effectivement, quelques années un peu chiantes à naviguer entre 2025 et 2028, et une grosse crise majeure aux alentours de 2030-31, en lien avec les modèles d'Armstrong. Maintenant, comme on l'a dit, c'est un modèle. Ce modèle peut tout à fait être complètement dans les choux, et dans ce cas-là, je préfère suivre un modèle plus rationnel, qui est plus lié au mouvement de marché. Donc attention, voilà. Pour moi, c'est à mettre dans un coin de la tête. C'est pas invalidant ni quoi que ce soit, c'est encore moins un forecast. C'est juste de dire, c'est vrai qu'on démarre l'année sur des niveaux relativement extrêmes. Maintenant, il reste 14 jours à cette bougie. Et si clairement, on a d'un coup, là, une reprise du taux à 10 ans, parce que je vais argumenter en ce sens derrière, c'est clairement, en fait, au niveau du taux à 10 ans que se trouve le problème à court terme. Si d'un coup, le taux à 10 ans rebondit, comme je pense qu'il va le faire, cette bougie ne va pas du tout clôturer en l'état. Elle va faire plus ou moins une mèche haute. Et concrètement, derrière, on va se retrouver effectivement bloqué ici pendant pas mal d'années, puisque c'est ce que je pense comme étant le plus probable. Dans ce cas-là, effectivement, on n'est pas du tout dans l'atterrissage immédiat dans la préparation de la future crise, on sera dans la forme un peu comme je vous l'avais prédit, c'est-à-dire de rester, entre guillemets, dans une forme de plateau qui n'a ni plus ni moins comme objectif que de neutraliser la politique monétaire avant, évidemment, le choix économique qui sera fait, mais pour ma part, plutôt vers la deuxième partie de la décennie, c'est-à-dire 2025-28. C'est là où on précisera, à mon avis, la nature de la crise de 2030. Mais, encore une fois, en restant ouvert sur le schéma que peut-être même que la déflation nous pendra au nez dans ce cycle correctif 2024-28. Voilà. Comme je vous le disais juste avant, pour ma part, la problématique se situe plutôt à court terme sur le taux à 10 ans, c'est donc le dénominateur de notre oscillateur. On a dit que quand le dénominateur baisse, forcément, ça fait monter le résultat de la fraction, et quand le dénominateur monte, ça fait baisser le résultat de la fraction proportionnelle. Donc bref, ici, c'est de dire, pour moi, le taux à 10 ans, il est vraiment en retard, et il traîne assez significativement la papate. Maintenant, si celui-ci devait effectivement suivre la trajectoire des taux, qui est toujours à la hausse, hein, on l'a vu, la Fed n'a pas fini, etc., il serait plutôt logique, effectivement, de voir ce ratio-là se détendre. Voilà. Donc là, c'est plus de dire, on a une vraie contradiction entre ce qui se passe sur les taux de court terme, qui suivent donc les actions de la Fed, et le taux à 10 ans, et c'est ce qui cause effectivement le modèle à se diriger dans la structure opposée, la partie haute, hein, de notre gros système. Donc attention, pour moi, c'est plus de dire, les traders obligataires sont en train de décider quelle est la nature de du prochain cycle correctif. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, même si ça n'a pas d'effet immédiat sur vos décisions et vos stratégies de trading en 2023 et 2024, c'est une chose très importante à prendre en compte dans, effectivement, ces horizons de moyen terme, puisque la réponse, à mon avis, nous sera apportée dans un horizon qui est en lien avec ce brief annuel. Bref, comme on dit, on regarde ça, parce qu'en 2023, ça nous donnera des informations sur ce qui nous attendra en 2024, 2025, etc. Donc pas de décision de stratégie à court terme, hein, ça ne veut rien dire, c'est ni plus ni moins que ce modèle, effectivement, franchit des niveaux relativement significatifs, qui donnent d'ores et déjà des risques sur la nature éventuellement déflationniste du prochain cycle correctif. Mais pour l'instant, rien de tout ça n'est donné. Le taux à 10 ans, clairement, doit nous donner une réponse, et plus ou moins à court terme. Pour ne pas vous la faire trop compliquée, franchement, il faut que ça se décide avant la fin du mois, pour ma part, sur le marché obligataire, et principalement celui des taux longs. C'est celui-là qui va décider quelle sera la nature du prochain cycle correctif, et à plus ou moins courte échéance. Donc gardez ça dans un coin de votre tête, mais à la fin du mois, il faudra surveiller ce truc-là, le mois suivant aussi, etc., etc. Donc surveillez ça tous les mois sur les clôtures, au fur et à mesure que les marchés avancent. Je vais donc moi-même m'empresser de me mettre une petite alerte à ce niveau-là pour regarder tout ça, hein. Le prochain FOMC en date du 27 janvier. Je ne suis pas sûr de cette date, vraiment pas sûr de cette date. Je crois que c'est le 2 février. Enfin bref, en tout cas, c'est au prochain FOMC pour ma part donc, que je ferai le bilan de ce taux à 10 ans, et ça me permettra de faire donc le bilan de la clôture de ce dernier ici, qui est donc mon modèle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao, ciao.